Sophie Carquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, vous êtes journaliste, vous êtes conseillère éditoriale et depuis peu, vous êtes lectrice de livres audio, car vous avez enregistré pour Audiolib un de vos ouvrages, 100 histoires du soir, aux côtés de deux comédiens, que sont Julie Pouillon et Cyril Romoli, et ceux au studio Calisson. Nous allons le faire paraître chez Audiolib le 10 novembre, 21 ans après la parution initiale. Vous l'avez publié en 2000. Oui. Voilà. Et il continue pourtant à avoir une résonance aujourd'hui, on en parlera plus tard. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle un long seller. Oui. Donc, il en est à 150 000 exemplaires à l'écrit. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous disiez qu'il avait eu plusieurs vies ensuite. Mais oui, il a commencé en poche, donc en septembre 2000, quand une fois que l'éditeur a compris qu'il marchait vraiment bien, parce qu'au bout de 3 semaines, on m'a dit... on réimprime, et moi c'était mon premier livre, donc je ne me suis pas vraiment rendu compte. On m'a dit mais c'est vraiment bien, tu sais, on réimprime. Et après, au bout d'une, je sais pas, d'une dizaine, non peut-être pas d'une dizaine, 3 ou 4 impressions, on a décidé de le passer en grand format. Okay. Ensuite en grand format illustré. Après on a, enfin bon, il a eu des tas de vies ce livre, c'est incroyable. Ouais. Et à présent, une vie sonore, une vie audio. Oui, on est ça, très je heureux. suis absolument ravie. J'ai adoré cet exercice de l'audio, vraiment. Génial. Ouais. Okay. Je vais dire quelques mots sur votre livre. Oui, bien sûr. C'est un livre qu'on pourrait qualifier de véritable doudou, tellement il est plein de douceur et de bienveillance. Vous imaginez 100 histoires, et à travers celles-ci, vous mettez en scène des personnages qui peuvent être soit des animaux ou soit des créatures imaginaires, et vous les mettez face à des situations du quotidien, à des situations que n'importe quel enfant ou même n'importe quel adulte a pu rencontrer exactement. Oui. C'est des situations dans lesquelles ils peuvent se retrouver, et à travers ces histoires, vous véhiculez des messages, vous donnez des clés justement à vos audiolecteurs, vos futurs audiolecteurs, pour qu'ils puissent surmonter les difficultés du quotidien, réparer les petits bobos de la vie. Les plus banales, oui, comme la peur de dormir, les cauchemars, la difficulté pour les enfants de manger correctement, de manger des légumes, les parents qui se disputent, qui se séparent, la mort des grands-parents, enfin tout est, même le séjour à l'hôpital. Pour chaque situation, j'ai effectivement imaginé une histoire avec des personnages inspirés du folklore enfantin, comme le petit marchand de sable, les petites sorcières, les princesses, les vampires, etc. Ouais. Je les ai un peu détournés de leur mission initiale pour les mettre dans mes histoires, pour que les enfants puissent, dans leur propre univers, imaginer des solutions. Voilà. Et c'est charmant comme tout. Merci beaucoup. Alors, première question, Sophie Carquin. Comment avez-vous procédé pour imaginer 100 histoires différentes, et combien de temps ça vous a pris pour écrire un tel livre ? Alors écoutez, c'est vrai que j'ai beaucoup d'imagination, ça c'est pas, j'ai d'autres défauts, mais l'imagination, ça ne me pose pas de problème. Donc à cette époque-là, mes enfants en plus étaient petits, et il faut dire que quand même j'ai commencé à écrire pour les enfants avant même d'avoir des enfants. Donc c'est vraiment, j'avais très envie d'écrire pour les enfants. Mais quand j'ai eu mes propres enfants et qu'ils ont rencontré ces difficultés-là, évidemment c'est plus simple de savoir ce qu'un enfant peut rencontrer comme difficulté. Et on est baigné dans un univers, on va voir des films pour les enfants, etc. Et moi, je me promène à chaque fois quand je suis en période d'écriture avec un petit calepin, et je note, même quand je vais voir des films au cinéma, je note dans le noir à chaque fois quand ça éveille des idées. Il y a une chose que j'adore aussi, c'est me promener en bibliothèque et regarder simplement le titre des albums. Rien que le titre des albums, ça éveille une histoire. Je me garde bien de lire l'album en question, parce que sinon, ça s'appellerait m'inspirer ou copier. Mais un titre peut éveiller des choses. Donc voilà, je suis là avec mon calepin, je note des bribes d'histoire, et puis après, je les écris sur mon ordi. Et tout ça, ça a donné 100 histoires. Voilà, 100 histoires du soir. Merci. Et combien de temps ça m'a pris? 9 mois. Je crois que vraiment, alors là, à chaque fois, c'est 9 mois. C'est bizarre. On ne va pas en tirer de conclusions symboliques, mais là, je me rappelle très bien que... Mais c'était quand même une gageure, parce que... au départ, je ne m'étais pas fixé 100 histoires, mais il fallait quand même que j'aborde de façon thématique tous les problèmes que rencontre un enfant. Et j'avais une date de remise de manuscrits, et mes enfants étaient petits, donc je me rappelle que je n'ai pas chômé là pendant ces mois-ci. J'imagine.
Deuxième question, Sophie Carquin. Pourquoi, à votre avis, votre livre continue-t-il à avoir un tel écho aujourd'hui? Pourquoi ça nous parle encore? Oui, alors c'est vrai qu'au bout de 20 ans, j'en suis moi-même étonnée, mais alors il paraît que la prime est à ceux qui sont pionniers. Et là, en l'occurrence, sans vouloir me jeter des fleurs, là, c'était vraiment pionnier, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas, les histoires pour... ça semble évident maintenant pourtant, mais les histoires pour parler aux enfants de leurs petits soucis, et puis assorties de paragraphes psy pour les parents, parce qu'il y a ça aussi dans mon livre. Donc ça n'existait pas, et donc je pense que je me suis installée comme c'est devenu un classique, ce livre, en réalité. C'est vraiment devenu un classique. Et pourquoi est-ce que ça continue à marcher? Parce que je parle de tous des soucis universels rencontrés par les enfants. Effectivement, quel enfant n'a pas eu peur du noir, n'a pas eu peur d'aller au lit, quel parent n'a pas rencontré ces difficultés. Donc voilà, les enfants n'ont pas changé, la société a changé. Donc j'ai aussi fait évoluer des histoires. Par exemple, dans un des formats de ce livre, je parle des familles homoparentales, etc. La société a évolué, mais l'enfant, avec ses angoisses, reste toujours le même enfant. Voilà. Donc le livre, les histoires font toujours tilt auprès des enfants. Oui. Ouais. C'est de l'ordre du magique presque, c'est incroyable. Est-ce que vous avez pensé votre livre comme un livre à partager en famille? Justement, vous dites que ça s'adresse aux enfants comme aux adultes. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'illustration dans le livre. Donc dans le livre audio, évidemment, ça ne manquera pas. Donc il n'y a pas d'illustration dans le livre papier parce que c'est un livre qui doit être lu par les parents ou par quelqu'un d'autre. Oui. Donc on y arrive, ça peut être lu par un comédien, c'est une voix qui porte et qui va raconter à l'enfant ce qui le concerne. Donc c'est complètement à partager effectivement en famille puisqu'il y a l'histoire, la fiction qui est à lire ou à écouter, assortie du petit commentaire plutôt à l'usage des parents. Alors moi j'ai des gens qui m'ont dit que leur enfant plus grand, de 8-9 ans, qui savait déjà bien lire, aimait beaucoup aussi écouter ou lire les petits paragraphes adressés aux parents, parce qu'il avait l'impression de mieux se connaître aussi. Donc c'est complètement à partager en famille, c'est pour ça que moi je le conçois, en tout cas ce livre audio, comme quelque chose qu'on programme au moment, pour le soir, au moment avant d'aller au lit, et avec une voix qui raconte l'histoire que les parents partagent avec l'enfant, qui resserre en fait parents et enfants, suivi donc du petit commentaire. Mais tout ça, c'est vraiment à partager ensemble. Et pour moi, la voix, c'est très important parce que l'enfant est porté dans les bras petits. Et à partir d'un certain âge, il n'est plus porté dans les bras. Il n'y a plus cette sensation d'être porté au-delà des soucis, d'avoir un parent qui vous... Enfin, heureusement, les parents embrassent toujours les enfants, les câlinent, mais on n'est plus porté. Pour moi, la voix continue à porter après l'enfant. Et c'est ce que le psychanalyste Bruno Bettelheim écrit dans Psychanalyse des contes de fées, c'est que l'histoire, c'est l'occasion pour un parent de dire à l'enfant « je te comprends ». Donc tout ça, ça se joue à travers la voix. Je comprends ce que tu ressens, je le partage et je le porte avec toi. Donc l'enfant se sent comme en apesanteur, délesté de ses soucis pendant un moment, que ce soit la voix du parent ou la voix de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et l'histoire permet à l'enfant de ressentir en lui-même, effectivement vous le disiez de façon un peu magique, alors ça peut paraître, moi je ne suis pas un gourou évidemment, mais c'est vrai que pour moi les mots peuvent avoir cet effet-là. Pourquoi? Parce que les mots véhiculent des émotions et que ça fait bouger les choses, les émotions. Un enfant qui va éprouver une espèce de sentiment de réassurance parce que tout d'un coup, il y a un petit personnage qui arrive à dormir ou qui dit qu'il a traversé son angoisse de la nuit, et ben ça le soigne, ça lui donne des clés pour aller mieux. Et encore une fois, Bruno Bettelheim, le fameux psychanalyste, qui écrit que l'histoire permet de donner des prises pour escalader. J'aime beaucoup cette phrase parce que l'enfant, on ne lui donne pas une recette comme ça, c'est lui qui va trouver à l'intérieur de lui-même et à travers l'histoire comment aller mieux, en fait. Je vous remercie. Dernière question, Sophie Carquin, qui est une question que nous avons également posée à Julie Pouillon, qui est une des comédiennes qui lit votre livre en audio. Oui.
Est-ce que vous écoutiez vous-même des contes quand vous étiez petite et est-ce qu'il y a une voix, si oui, qui vous a particulièrement marquée? Oui, évidemment. Bon, j'allais dire la voix de ma mère d'abord, mais ça, c'est pas. Oui, dont je me souviens beaucoup. Et puis, effectivement, il y a eu Pierre et le loup, lu par Gérard Philippe. C'est très drôle parce que Julie Pouillon a dit exactement la même chose. Ah oui, bon, alors oui, en réfléchissant un petit peu, je me disais qu'il y avait aussi l'histoire de Babar, mais alors je me souviens plus du tout de la personne qui disait Babar avec une voix un petit peu, évidemment, une voix un petit peu une grosse voix comme celle de l'éléphant. Je ne me souviens plus. Mais bon, il y a eu Marlène Jobert aussi. Ça, c'est pas quand j'étais petite, mais un peu plus tard, quand mes enfants étaient petits, parce qu'elle interprète très très bien aussi. D'ailleurs, elle adore ce livre. Elle me l'a dit. Elle n'a pas pu l'enregistrer, mais elle adore ce livre. Et un peu plus tard encore, ça c'est André Dussolier qui lit Harry Potter. Et pour les longs voyages en voiture, ça c'est formidable parce qu'on passe les CD. Oui, il est très très bien, Dussolier dans Harry Potter. Oui. Okay. Voilà, donc oui, c'est vrai que ça, c'est les disques, pour moi, c'était les 45 tours, c'était les disques à écouter comme ça, mais je crois ça fait partie de notre enfance. C'est ouais. Et vous réactivez ça avec votre livre et bientôt le livre audio. Mais oui, oui. Pour moi, j'ai vraiment aimé. Quand on m'a proposé pas d'interpréter les histoires, mais de lire l'introduction, la conclusion et les petits paragraphes pour les parents, c'était l'occasion de parler directement aux lecteurs, enfin aux auditeurs en l'occurrence. Et j'aurais jamais imaginé que ça me plaise autant de faire ça. Mais voilà, une découverte. Voilà, une découverte. Eh bien, justement, est-ce que vous accepteriez de lire un de vos contes? Mais oui, avec plaisir. Alors, donc, je vous propose de lire Le Marchand de sable et Le Marchand de son, qui est destiné à dédramatiser la période du soir, parce que les enfants, parfois, en allant se coucher, ils ont l'impression que tout va s'arrêter. C'est proche de l'angoisse de mort, peut-être, parfois. Hein. Et donc là, je leur fais comprendre qu'ils vont se réveiller et ils vont... voilà, quand même. Alors, Le Marchand de sable et Le Marchand de son. Il existe un marchand de sable pour s'endormir et pour se réveiller, un marchand de son. Dans la profondeur de la nuit, avant que le petit matin ne survienne, soudain, un petit bruit retentit. Le marchand de son arrive avec un rayon de lumière dans une poche, un grelot dans l'autre. La plupart du temps, on ne l'entend pas parce que le bruit est tout petit et que le son tintinabule doucement et dure une toute petite seconde. Le marchand de son vient faire sa tournée pour donner envie aux enfants délicatement de se réveiller. Après cette seconde magique, le jour apparaît, les mamans se réveillent, les papas, les pépés et les papis. Puis les enfants ouvrent les yeux et lui s'enfuit sur ses semelles de vent. Avant, il y a très très longtemps, le marchand de sable et le marchand de son étaient ennemis. Il leur arrivait de se croiser et de se lancer des regards furieux. Tu sais pourquoi ils se faisaient la guerre? Comme toujours, pour une question de territoire. Le marchand de sable voulait rallonger la nuit et le marchand de son, lui, voulait rallonger la journée. « Mais tu arrives bien trop tôt, disait le marchand de sable. Les enfants ont encore sommeil. » « Mais non, il est temps pour eux de manger leur croissant et de jouer, lançait le marchand de son. Ils ne vont tout de même pas passer la journée au lit. Ils se battaient comme des chiffonniers et ça donnait des choses curieuses. Parfois, la nuit durait 3 secondes et le jour était infiniment long. Parfois, c'était le contraire. On vivait toute la journée dans le noir total. Pour la sieste, ils se querellaient encore. « La sieste m'appartient, disait le marchand de sable. C'est un tout petit morceau de nuit qui revient le jour. »« Mais non, mon cher, répondait le marchand de son. La sieste fait partie de la journée, un point, c'est tout. » Un jour, lasse de toutes ces disputes, la lune leur donna à chacun la moitié de la journée et la sieste en plus pour le marchand de sable. Depuis, ils sont les meilleurs amis du monde. Quand le marchand de son arrive, son rayon de lumière dans une poche et son grelot dans l'autre,
Le marchand de sable déguerpit sur la pointe des pieds. Ils ont tout juste le temps de se serrer la main. Le marchand de sable dit au marchand de son « Salut mon vieux, travaille bien ?» Ils sont tous endormis à poings fermés. Et le marchand de son dit au marchand de sable « Bonne nuit, fais de beaux rêves. »« On va essayer, » bâille le marchand de sable. Et il laisse son sac, enfile son pyjama et son bonnet de nuit, et il bâille, il bâille, il bâille. Et pendant qu'il bâille, il entend un tout petit grelot, mais lui, ça ne le réveille pas. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est difficile de redescendre. C'est superbe. Merci infiniment pour cette lecture et merci infiniment pour cet entretien, Sophie Carquin. Merci beaucoup, Hermine. Bonjour Julie. Bonjour Yann. Vous êtes comédienne au théâtre, vous faites des voix off pour la radio et vous avez aussi enregistré déjà 5 livres audio pour Audiolib. Oui. On est là aujourd'hui pour parler de 100 Histoire du soir de Sophie Carquin qui a été lue à 3 voix avec vous, Cyril Romoli et l'auteur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé au studio Calisson? Oui, ça s'est passé en fait, malheureusement, on ne s'est pas croisé, ni avec l'auteur ni avec Cyril. Enfin, on s'est croisé très brièvement avec Cyril et les contes ont été distribués pour chacun et donc j'ai lu toute seule. Voilà, chez Calisson. Comment on prépare un conte par rapport à un livre audio classique? Est-ce qu'il y a une façon de travailler un petit peu différente? Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ce que je peux dire, c'est que en fait, on pense surtout à l'auditeur, tout simplement, et donc ça déplace un tout petit peu la façon dont on envisage la lecture, mais c'est pas non plus un travail si différent que ça dans le fond. Moi, je peux juste dire que je me suis beaucoup inspirée de la façon dont j'ai lu des histoires à mes filles, parce que j'en ai lu beaucoup. Et voilà, j'ai surtout pensé à ça. Du coup, à mettre peut-être plus de vie dans les personnages qu'on fait dans une narration standard. Voilà, à colorer davantage, à prendre un peu plus de temps. L'énergie aussi, l'énergie n'est pas tout à fait la même. Et puis là, par exemple, c'est des histoires plus courtes. On ne part pas sur une longue. Donc, à chaque fois, on réattaque une histoire un peu de façon différente selon ce qu'elle raconte. Est-ce que vous lisiez des contes à vos filles? Est-ce que vous en écoutiez quand vous étiez petite? Des livres, des contes audio? Oui, ou avec vos parents? Alors, qui vous les racontaient? Mes parents m'ont beaucoup raconté, notamment mon père, beaucoup d'histoires. Oui. Et sinon, je me souviens très bien d'un conte audio que j'écoutais et que j'ai fait écouter aussi à mes fils, c'est Pierre et le loup. Pierre et le loup. Voilà. Avec une voix qui vous a marqué. Avec beaucoup. la voix de Gérard Philippe qui m'a vraiment marqué beaucoup et que j'aime beaucoup, que j'ai fait écouter ensuite. Et puis après, moi j'ai vu Gérard Philippe dans des films voilà, et j'avais toujours cette voix merveilleuse que je reconnaissais parce qu'elle est vraiment très reconnaissable. Et donc aujourd'hui, vous passez le flambeau de raconter des contes pour aider les enfants plus tard à avoir cette même expérience. Ben oui, franchement, ça me fait très plaisir. Je trouve ça m'a beaucoup plu, vraiment. Lequel des contes de 100 histoires du soir vous aurez aimé qu'on vous raconte quand vous étiez petite? En fait, beaucoup, quand j'y réfléchis. Mais si je dois en choisir un, je choisirais, c'est pas très gai, je suis désolée, mais je choisirais Grand-père Souris est parti, c'est-à-dire celui sur la mort, parce que c'est voilà, moi j'aurais bien aimé, moi j'ai perdu par exemple mes grands-parents assez jeunes, et je me souviens qu'il n'y a pas eu tellement de mots, même si on est dans une famille où on parle beaucoup, mais il n'y a pas eu tellement de mots. Et j'aime bien ce conte parce que je trouve qu'il permet de parler des choses difficiles. Voilà. Et du coup, le but du livre, qui est quand même
surmonter les soucis du quotidien et qui reprend plein de thèmes pas faciles à aborder en tant que parent. Exactement, et puis aussi qui montre aux enfants qu'on n'est pas tout seul dans ces histoires, en fait, que ça arrive aussi aux autres. Et je trouve ça important. Est-ce que vous voulez nous faire une petite lecture d'un des contes? Bien sûr. Philémon le papillon. Tous les papillons papillonnent, vont d'une fleur à une autre pour se nourrir, voyager, volter, être heureux enfin. Philémon, lui, ne voulait pas partir de la fleur qu'il habitait. Ses copains voltaient d'un pistil à un autre. Lui restait accroché à son cœur de fleur, comme si sa vie en dépendait. Quand il fallait partir pour changer de maison ou changer de classe, car les papillons vont aussi à l'école, celle des papillons, quand il fallait, après les vacances, quitter son massif de roses pour rejoindre celle de son jardin habituel, c'était des concerts de pleurs, comme si on lui arrachait le cœur et les ailes. Cela irritait considérablement ses parents papillons. Sa maman disait « Tu n'es ni un escargot ni une limace, tu es un papillon, et si tu continues, tu finiras épinglé au tableau d'un collectionneur. » Son papa le rabrouait. « Tu vas te faire attraper par n'importe quel filet d'enfant. » Son grand frère se moquait de lui. « Dans 3 jours, tes ailes vont rapetisser et tu redeviendras chenille. » Ce qui était faux et vrai à la fois. Car quand on refuse de visiter le vaste monde, on n'a pas toujours la place de grandir et de se développer. Mais Philémon restait accroché à sa fleur. Peu importe, se disait-il, si je finis sur un tableau. De toute façon, je suis déjà bien déchiré comme ça à l'intérieur de moi. Car il lui suffisait d'imaginer qu'il quittait sa rose pour être terriblement malheureux. Un jour, un seul jour, il était allé d'une rose à une autre, en 2 petits sauts de puces de papillon. Eh bien, il en avait été désespéré. Il avait battu des ailes pendant de longues heures, c'est ainsi que pleurent les papillons. La vie, c'est aussi se déplacer d'un cœur de rose à un autre cœur de rose, n'est-ce pas? Lui dit la maman papillon. Sinon, on n'a plus rien à manger. Pour grandir, il faut aussi changer de maison. Les roses, ce sont des maisons, ce ne sont pas des amoureuses, ne confonds pas les deux. Elle se posait des tas de questions, la maman de Philémon. Et bien sûr, elle se sentait coupable comme toutes les mamans. Elle papillonnait d'une idée à une autre. Elle s'interrogeait. Peut-être ne l'ai-je pas suffisamment pris dans mes ailes quand il était bébé? Elle imaginait qu'il ne se sentait pas assez en sécurité. Peut-être était-il sorti du cocon un tout petit peu trop tôt, sans avoir eu le temps de bien former ses ailes? Voilà toutes les questions qui la hantaient, même si elle n'en laissait rien paraître. Un jour, Philémon eut envie de grandir. Cela arriva un peu plus tard que les autres, mais cela arriva quand même. Il pensa, c'est aujourd'hui. Et il décida de changer de rose. C'était un peu comme se jeter dans les airs quand on apprend à voler. Comme il était sentimental, il frotta ses ailes contre les pétales de rose, ce qui est signe, chez les papillons, qu'ils vont quitter la fleur. La rose, qui était triste aussi, lui dit « Petit papillon, tu sais que tu peux revenir quand tu veux. Tu seras toujours chez toi ici. Quand tu auras envie de te sentir en sécurité, tu penseras à moi. Et tu verras que le fait de rêver de moi pourra te suffire. Ce sera comme me réinventer à chaque fois, m'emporter dans ton cœur. Ainsi, dit encore la rose, ce n'est plus moi qui te porterai, c'est toi qui me porteras dans ton souvenir. Le petit papillon en prit de la graine, c'est le cas de le dire. Quand il se sentait triste, il pensait à toutes les roses dans lesquelles il s'était senti très bien. Et ses souvenirs étaient comme autant de maisons qu'il portait dans son cœur. Des maisons pleines de parfums qui tourbillonnent.
Merci. Je vous en prie. Quelle belle histoire. Oui, moi j'aime bien aussi. Voilà, pour montrer que les rythmes sont différents. Il y a plein d'efforts à faire pour grandir et partir de chez soi. Chacun a son rythme. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous.